on ne peut plus se fier à personne. On ne peut plus maintenant dire ce qu'on mange, ce qu'on consomme, est bon au niveau quotidien pour les enfants. Ça va au-delà de l'histoire de nourriture. Il y a des problèmes de santé publique, absolument. Tout simplement, en tant que consommateur, on est un peu dégoûtant. On a quand même confiance quelque part, peut-être sur un top, mais on se dit, si ce produit est un nouveau service, on n'a aucun danger. Je m'intéresse à la santé humaine depuis un certain nombre d'années. Et en particulier, nous avons observé, entre 2000 et 2009, il y a une augmentation catastrophique de pathologies graves. On voit déjà que vous avez présentement des situations catastrophiques, et si on continue comme ça, l'extrapolation vers les années où les enfants qui sont nés depuis 2000 seront dans la force de l'âge est une catastrophe. Actuellement, on confie à l'ERA ou à des souris trouver des solutions pour Alzheimer, pour trouver des solutions au cancer qui dépendent d'hormones, pour trouver des solutions à l'autisme. Et toutes ces recherches qui se font sur les animaux sont vouées à l'échec. Nous n'avons actuellement aucune thérapie pour régler ces problèmes-là. Pour la première fois, les médias, les grands médias, ont accepté d'écouter nos arguments strictement scientifiques contre l'expérimentation animale. Le grand problème avec le modèle animal, c'est que le modèle animal ne peut pas prédire l'effet d'une substance chimique ou d'un médicament sur l'homme. Nous avons, nous les citoyens de l'Union européenne, environ 300 substances chimiques dans notre corps qui ne devraient pas y être. Les autorités de réglementation ont été persuadées, grâce aux tests sur les animaux, que ces substances ne sont pas tellement dangereuses. Pour le domaine que je connais, qui est celui de la stimulation électrique ou magnétique sur les cerveaux, je pense que non seulement le modèle animal n'est pas utile, mais je pense qu'il n'est pas adapté. Parce que quand on va vouloir aborder des questions sur les émotions, sur la cognition, c'est beaucoup plus difficile à évaluer chez un animal que chez un humain. Un animal n'est jamais un modèle biologique pour un autre. Aucune espèce est un modèle biologique pour une autre. Nous avons des méthodes aujourd'hui performantes, beaucoup plus prédictives que le modèle animal. Nous avons développé une façon d'évaluer les risques toxiques sur des cellules humaines en culture. Rien n'empêche actuellement que l'on fasse une recherche scientifique sérieuse pour évaluer les risques toxiques des produits chimiques. Puisqu'il existe très peu de comités scientifiques pour faire interdire les tests sur les animaux, en France notamment, je considère que c'est une chance de pouvoir être membre d'une telle association pour pouvoir diffuser ce message auprès du grand public. C'est notre santé qui est en jeu, ainsi celle des générations futures. Et c'est simple, plus nous serons nombreux, plus nous serons forts et entendus. Notre espoir est d'aller maintenant vers un débat approfondi, scientifique, sur la question de la validité du modèle animal. Tandis que la science a avancé de 65 ans, nous sommes bloqués toujours avec les mêmes lois qui exigent l'expérimentation animale. Nous devons donc changer les lois. Il faut dépasser les tests sur les animaux, il faut passer aux méthodes substitutives fiables. Bien, bonsoir à tous et merci d'être venus à cette conférence donc, qui a pour titre Expérimentation animale, un mal inutile. Donc c'était un titre un peu qui prend le contre-pied de ce qu'on entend habituellement dans les médias et de par les chercheurs qui pratiquent l'expérimentation animale, qui la présentent eux comme un mal nécessaire. Je pense que vous êtes nombreux à avoir entendu cette expression. Donc moi je vais vous démontrer, parce qu'on a tout à fait les arguments pour le faire, que ce n'est pas utile pour la santé humaine d'expérimenter sur des animaux. Donc expérimentation animale est une expression qui désigne des choses différentes, à la fois du point de vue scientifique et du point de vue de la réglementation. Je vais vous parler un petit peu de réglementation parce qu'on ne peut pas parler d'expérimentation sur les animaux sans évoquer la réglementation. Moi j'ai l'habitude de distinguer 4 catégories, 4 activités dans lesquelles on utilise des animaux.
et qui sont soumises à des réglementations un peu différentes. La première catégorie, c'est l'enseignement. Il y a un sujet d'actualité justement parce que les collèges et lycées ont de nouveau reçu l'autorisation de disséquer des souris. Donc au niveau du collège et du lycée, ce sont des dissections d'animaux morts qui sont pratiquées. Et dans l'enseignement supérieur, à l'université, ce sont des expériences qui peuvent être faites sur des animaux vivants. La seconde catégorie, c'est la toxicologie. Donc là, ça recouvre tout ce qui concerne les essais de médicaments, mais aussi les essais de différentes substances chimiques, des cosmétiques, des substances industrielles, des pesticides, tout ce qui est chimique. La troisième catégorie dont je vous parlerai, c'est la recherche appliquée. Donc là, on utilise des animaux pour essayer de comprendre le déroulement, les causes, le déroulement des maladies humaines et pour essayer de mettre au point des médicaments contre ces maladies. C'est une recherche qui a un but précis. Et la quatrième catégorie, c'est la recherche fondamentale, où là, c'est une recherche qui peut être faite aussi sur des animaux et qui n'a pas de but de précis en termes d'obtenir quelque chose d'utile pour la santé humaine. C'est une recherche qui vise à acquérir des connaissances. Il y a certains qui vont jusqu'à définir ça comme la recherche motivée par la curiosité. Bon, c'est un peu caricatural de le définir comme ça, mais la recherche fondamentale qui utilise beaucoup d'animaux ne vise pas à être utile à la santé humaine. Il y a différentes réglementations qui vont entrer en jeu dans tous ces domaines. La principale réglementation qui est censée protéger les animaux utilisés à des fins scientifiques, c'est la directive européenne 2010-63 qui succède à la directive 86-609. Donc c'est en 1986 qu'il y a eu pour la première fois en Europe une loi, enfin une directive qui est censée être transposée en loi nationale, qui est censée, je dis toujours censée, protéger les animaux de laboratoire, parce qu'en fait, je n'aurai pas le temps de développer ce point, mais cette directive, le point principal que nous contestons, c'est qu'elle ne met pas en cause la validité du modèle animal, donc elle part du principe que le fait d'utiliser des animaux sert vraiment à quelque chose, et ça c'est le point que nous contestons en priorité Antidote et l'initiative Stop Vivisection. Donc pour nous c'est une loi qui ne protège ni les animaux ni la santé humaine, puisque du point de vue scientifique elle est très discutable. Dans les années 60 est apparue une réglementation concernant les essais de médicaments. Donc maintenant, tous les médicaments qui sont approuvés pour être utilisés sur l'homme doivent avoir été testés sur des animaux au préalable. Là, c'est une obligation. Les chercheurs ne peuvent pas procéder aux essais sur l'homme s'ils n'ont pas d'abord expérimenté sur des animaux. Le 1er juin 2007, est entrée en vigueur en Europe la loi qu'on appelle REACH, c'est l'acronyme anglais de enregistrement, évaluation et autorisation de substances chimiques. Ça concerne toutes les substances chimiques utilisées dans l'industrie, donc tout ce qui est colle, solvant, etc. Ça ne concerne pas les pesticides, ni les produits cosmétiques, ni les médicaments qui sont soumis à d'autres réglementations. Alors la directive REACH, le règlement REACH, impose lui aussi des tests sur des animaux selon le tonnage produit de chaque substance. Donc il y a plusieurs milliers de substances, je n'ai pas retenu le chiffre exact, qui ont déjà été enregistrées. Ces substances doivent maintenant être évaluées pour leur toxicité en particulier. Et selon le tonnage qui est produit, elles sont soumises à différentes catégories de tests.
celles qui sont produites en moindre quantité auront à subir moins de tests. Et plus le tonnage est important, plus le nombre de tests sera important aussi, et certains de ces tests seront faits sur des animaux. En 2013, vous avez peut-être entendu parler de ça, la directive cosmétique a interdit de tester les produits finis cosmétiques et leurs ingrédients sur des animaux. Donc là, il y a eu un air de victoire pour les associations de défense animale en particulier. Et alors, il faut savoir que la situation est assez complexe parce que les ingrédients des produits cosmétiques comptaient pour environ 90% des tests, et certains ingrédients qui font partie des cosmétiques peuvent aussi faire partie d'autres, peuvent être utilisés par l'industrie à des fins tout autres que la fabrication de cosmétiques. Et si ce sont des substances qui tombent sous le coup de la loi REACH, eh bien, le législateur va demander aux fabricants de procéder aux tests imposés par REACH. Donc, actuellement, nous, quand on nous pose la question « Est-ce que vous êtes sûr que les cosmétiques ne sont pas testés sur les animaux ?» je dois dire qu'on ne sait pas trop quoi répondre parce que les industriels eux-mêmes sont un peu embarrassés parce que selon les industriels qui produisent une substance, selon si cette substance va être utilisée pour des cosmétiques ou pour autre chose aussi, eh bien, on ne sait pas trop exactement quelle loi doit s'appliquer. Donc c'est un problème assez complexe. Et dans ce domaine, bon, il faudrait... alors il y a des marques historiquement qui ne testent pas sur des animaux, ni leurs produits finis, ni leurs ingrédients. Pour ces marques-là, c'est assez clair. Maintenant, pour toutes les autres qui sont censées respecter la directive cosmétique depuis 2013, c'est un peu difficile de dire ce qu'il en est vraiment si on considère l'ensemble des ingrédients qui peuvent être utilisés dans ces produits. Il y a une bonne nouvelle qui ne s'est pas traduite encore en termes de réglementation, mais qui pourrait l'être. En fin 2015, les États-Unis, l'Institut national de la santé états-unien, a dit qu'il ne financerait plus les expériences faites sur des chimpanzés. Pour nous, c'est très important parce que c'est quand même un animal très proche de l'homme, sur lequel les chercheurs disaient que voilà, c'était pour certaines choses, on ne pouvait pas faire autrement que d'utiliser des chimpanzés, notamment pour la recherche sur le sida ou pour la recherche sur l'hépatite C. Et il y a eu un rapport qui a été demandé à l'Institut national de médecine états-unien et qui a conclu qu'il n'était plus nécessaire d'utiliser les chimpanzés pour la recherche biomédicale. Donc l'Institut national de la santé a décidé qu'il ne financerait plus ces expériences-là. En Europe, les chimpanzés ne sont plus utilisés depuis des dizaines d'années. En Angleterre, le Royaume-Uni interdit dans sa loi nationale d'utiliser des chimpanzés depuis très longtemps, depuis la fin des années 90. Donc les États-Unis étaient en fait le dernier pays développé occidental à utiliser encore les chimpanzés. Il y avait à peu près entre 1000 et 1500 chimpanzés réservés pour la recherche aux États-Unis. Et donc ces chimpanzés vont être placés dans des sanctuaires, dans des lieux d'accueil, et ne subiront plus des expériences. Un dernier mot concernant donc, les différentes réglementations. J'espère que j'aurai le temps de développer un peu plus ce point. Vous en avez vu quelques images dans le film. Antidote a participé au lancement et à la campagne qui a constitué l'initiative citoyenne européenne Stop Vivisection.
La Commission européenne a rejeté cette initiative le 3 juin 2015, et donc, mais sans argumenter, sans répondre à nos arguments scientifiques. Donc, en fait, le problème, c'est que les autorités continuent à dire, c'est une phrase qui répète telle quelle comme ça, les expériences sur des animaux sont toujours nécessaires, mais ils disent cela, c'est inscrit dans la directive 2010-63, c'est inscrit dans la réponse de la Commission européenne, mais ils n'argumentent pas vraiment cette phrase-là. Et il y a de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent que les résultats obtenus sur des animaux ne sont pas valables pour l'homme. Donc l'initiative citoyenne Stop Vivisection n'est pas terminée, nous continuons à mener cette campagne-là. Si on voulait mettre de côté toutes les considérations éthiques et trouver le meilleur modèle animal possible, qu'est-ce que vous suggéreriez? Est-ce que quelqu'un... Non, pas l'homme, bien sûr, un animal. Qu'est-ce que vous suggéreriez? Non, mais justement, c'est pour me faire l'avocat du diable, là. Donc, si vous deviez proposer un animal dont vous penseriez que les résultats puissent être fiables pour l'homme, quelque chose qui nous ressemble beaucoup, dont je viens de parler d'ailleurs. Un chimpanzé, voilà. Donc, alors pour vous montrer à quel point ce raisonnement est faux, donc les gens qui défendent l'expérimentation animale, ils disent, bah oui, le chimpanzé quand même, c'est plus de 98% d'homologie génétique avec l'être humain. Donc vous voyez, la génétique nous donne raison, il faut utiliser des chimpanzés. Eh bien, je vais vous donner 3 exemples. Suite à une infection par le Plasmodium falciparum, qui est le parasite qui donne la malaria chez l'homme, et bien le chimpanzé, il n'est pas malade du tout. Donc là, vous avez déjà une réaction immunitaire qui est totalement opposée à la réaction immunitaire de l'organisme humain. Si le chimpanzé est exposé au virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C, ça dépend des individus. Certains individus vont développer une hépatite, ils vont être un peu malades, mais en général, ils vont s'en remettre. Chez l'homme, une hépatite B ou une hépatite C, ça peut aller jusqu'à la cirrhose, ça peut aller jusqu'au cancer du foie, et donc ça peut aller jusqu'au décès du patient. Donc là, vous avez un deuxième exemple. Le système immunitaire du chimpanzé et de l'homme ont une réaction qui est différente, pas opposée, mais quand même assez différente. Troisième exemple, si un chimpanzé est infecté par le virus Ebola, et bien là, il a de grandes chances de mourir d'une fièvre hémorragique, tout comme l'être humain. Donc là, vous avez une réaction qui est la même que chez l'homme. Mais comment est-ce que vous voulez faire une prédiction sur ce qui va se passer chez l'homme à partir d'une expérience faite sur le chimpanzé? Donc, ce que je vous dis là, c'est qu'on ne le sait qu'après coup. On a observé ce qui se passait chez l'homme et ce qui se passait chez le chimpanzé quand les deux espèces doivent faire face à la même infection. Et on a constaté soit quelque chose de différent, soit quelque chose d'opposé, soit quelque chose de similaire. Mais si vous voulez faire des expériences sur le chimpanzé, qui est le meilleur modèle animal possible, pour essayer de comprendre ce qui va se passer chez l'humain, par exemple si vous voulez tester un vaccin contre le sida, eh bien ça ne marche pas. Et on l'a constaté aussi, tous les vaccins qui ont été développés pour le sida, toutes les médications qui ont été développées sur les chimpanzés pour ces maladies ne fonctionnent pas chez l'être humain. Alors, les médicaments, je suis en train de vous parler, je vous parle un peu du domaine de la toxicologie. Donc c'était ma deuxième catégorie d'activités dans lesquelles on utilise des animaux.
les médicaments doivent subir d'abord des tests sur des animaux, c'est ce qu'on appelle les essais précliniques, pas que sur des animaux, les essais précliniques peuvent se faire aussi sur des cellules humaines, etc. Mais à la fin du processus, il y a obligatoirement des essais précliniques sur des animaux. Donc concrètement, sur 2 espèces de mammifères, dont une qui ne soit pas des rongeurs. On peut utiliser davantage d'espèces animales si on veut, mais la loi impose au moins cela, 2 espèces de mammifères, dont une qui ne soit pas des rongeurs. Donc habituellement on utilise un rongeur, donc soit la souris, soit le rat, et un non-rongeur, soit le chien, soit le singe. Et ensuite, on passe à ce qu'on appelle les essais cliniques. Donc tout ce qu'on appelle essais cliniques, c'est des essais sur l'homme. Donc il y a déjà un point qui, souvent quand des personnes qui défendent de l'expérimentation animale vous disent oui, mais vous voulez expérimenter sur l'homme, eh bien il faut savoir que l'expérimentation sur des animaux n'empêche pas d'expérimenter sur l'homme. Et la loi qui s'applique aux médicaments impose les deux, impose les tests sur les animaux et les essais cliniques sur l'homme. Donc la première, les essais de phase 1, les essais cliniques de phase 1 se font sur des personnes saines, en général quelques personnes, une dizaine, une douzaine de personnes. Donc là ce sont des volontaires sains, et là on essaye de voir si le médicament peut être toxique pour l'homme. Ensuite, on passe à des essais de phase 2. Alors là, c'est des essais qui se font sur des patients, des personnes qui sont malades, sur un petit nombre de personnes qui sont malades pour voir si le médicament est efficace. Et ensuite, on passe aux essais de phase 3. Alors là, ça peut être plusieurs centaines de patients. Et c'est pour, en général, on teste le médicament et un placebo pour voir justement quelle est l'efficacité du médicament et trouver les doses appropriées pour l'être humain. Et puis il y a parfois ce qu'on appelle une phase 4 ou la phase de pharmacovigilance, où là on regarde ce que le médicament fait sur toute la population de patients, c'est-à-dire que là le médicament a obtenu son autorisation de mise sur le marché, il est prescrit à des patients. Et malheureusement, c'est souvent à ces stades-là, parce que les essais préliminaires n'ont pas été suffisamment bien menés ou pas sur un nombre suffisant d'individus, ou parce que le choix des individus n'a pas été fait de façon très représentative. Et bien malheureusement, c'est quand les médicaments sont prescrits à un grand nombre de patients qu'on s'aperçoit souvent de leur toxicité. Donc vous voyez que c'est vraiment l'exposition humaine qui révèle la toxicité des médicaments. Et donc les essais sur des animaux, moi j'attends encore qu'on m'explique à quoi ils auront servi. Il y a un chiffre très intéressant qui à lui seul servirait de preuve pour arrêter tout de suite d'utiliser des animaux dans ce but. Dans 9 cas sur 10, donc 9 médicaments sur 10 qui ont été testés sur des animaux et qui passent ensuite aux essais cliniques, eh bien 9 médicaments sur 10 sont arrêtés au cours des essais cliniques alors qu'ils étaient efficaces et pas trop toxiques sur des animaux. On se rend compte que chez l'homme, ils sont dans 60% des cas, ces médicaments ne sont pas efficaces pour l'homme, et dans 30% des cas, ils sont trop toxiques pour l'être humain. Ça, c'est des sources tout à fait officielles, hein, c'est des chiffres donnés par l'Institut national de la santé états-unien. Et donc, au total, 9 médicaments sur 10 qui sont efficaces et bons pour les animaux ne sont pas bons pour l'être humain. Sur une dizaine d'espèces de mammifères, on sait que à peu près 3 espèces pour une substance donnée, pour un médicament donné, si je le teste sur 10 animaux différents, il y a des chances pour que à peu près 3 espèces animales réagissent de façon comparable à l'être humain.
Le problème, c'est que vous ne savez pas lesquels avant de constater ce qui se passe chez l'être humain. Donc encore une fois, même si j'ai des données sur 10 espèces animales différentes, et je ne peux toujours pas prédire ce qui va se passer quand je voudrais donner ce médicament à un être humain. Pour d'autres substances, on constate qu'on a des données aussi de toxicologie. Antidote Europe a procédé à une étude d'environ une trentaine de substances en 2005. Et j'avais fait un peu de bibliographie pour savoir quelle était la toxicité de ces substances pour les animaux. Donc je vous donne juste 3 exemples que j'avais trouvés pour montrer à quel point les essais sur des animaux peuvent être sans aucune fiabilité. Une substance qui s'appelle aldrine, elle peut provoquer le cancer du foie chez la souris, mais pas chez le rat. Une substance qui s'appelle le dicophone, elle peut provoquer des problèmes embryonnaires chez le rat, mais pas chez la souris. Et une substance qui s'appelle le méthoxychlore, ça peut provoquer des cancers chez la souris de race valve C, mais pas chez la souris de race C3H. Donc vous voyez que bon, les animaux, il y a quand même un intérêt à faire certaines expériences sur les animaux, c'est qu'on peut orienter, si vous voulez, en quelque part, l'expérience dans le sens qu'on veut obtenir. Et ça, c'est vraiment un problème très très grave, parce que souvent, on vous dit, si une substance est trouvée pas toxique pour les animaux, la réglementation vous dit, bon, allez-y, on peut exposer des humains, c'est le cas des médicaments. Lorsque les tests précliniques montrent qu'il n'y a pas de toxicité pour l'animal, on passe aux essais cliniques. Donc allez-y, les tests sur les animaux ont dit qu'il n'y avait pas de danger, c'est bon. Et par contre, quand on trouve qu'une substance est toxique pour les animaux, bon, il se trouve que les industriels ont peut-être quelque intérêt à vendre cette substance, et là on vous dit, ah oui, mais on ne peut pas conclure par rapport à l'homme. Et si vous allez sur le site du Centre international de la recherche sur le cancer, qui est quand même un organisme qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, vous avez une classification pour les substances cancérigènes, où certaines substances sont, c'est marqué en clair qu'elles sont cancérigènes pour les animaux, mais il n'y a pas d'éléments pour conclure pour l'homme. Donc encore une fois, on se demande à quoi ça a servi d'expérimenter sur les animaux si ça ne sert pas pour l'homme. Donc à ce stade, vous voyez qu'il y a déjà 2 sortes de victimes humaines de l'expérimentation animale. Donc il y a les personnes qui sont exposées à des médicaments toxiques alors qu'ils ont été approuvés sur des animaux. Et il y a aussi des patients qui sont privés de médicaments parce que les substances qu'on a utilisées, elles étaient toxiques pour les animaux, alors qu'elles pourraient ne pas l'être pour l'homme et qu'elles pourraient être efficaces pour l'être humain. Je vous donne juste 2 exemples que vous connaissez tous. La pénicilline, qui a sauvé sans doute des millions de vies humaines, eh bien ça tue les cobayes et ça tue une autre espèce de rongeur dont j'ai un plan là. Si vous allez sur notre site, vous trouverez. L'aspirine, que vous connaissez tous aussi, c'est une substance qui peut entraîner des malformations chez les fœtus de rats. Donc, ces 2 substances-là, si elles avaient été testées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur 10 espèces animales pour voir, eh bien, il est très possible qu'elles ne seraient pas en vente pour la médecine humaine de nos jours.
Alors j'ai commencé à vous en dire un mot. En toxicologie, les essais sur des animaux ne profitent pas à la santé humaine, mais ils sont quand même utiles aux industriels pour des raisons plutôt mercantiles et donc pas très avouables. Et c'est qu'on peut qui peuvent permettre d'orienter le test vers le résultat qu'on souhaite. Ils le permettent d'autant plus que les animaux sont vendus sur catalogue, les animaux les plus utilisés dans les laboratoires, les rats, les souris, sont vendus sur catalogue et ces catalogues mentionnent généralement leurs propriétés biologiques. Donc, par exemple, je vais vous lire juste une note je ouvre d'emblée à la bonne page. Un article paru dans la revue Science qui est l'un des périodiques scientifiques les plus prestigieux au monde. Donc Science, le 31 mai 2002, disait la souche, il s'agissait de souche de souris. La souche Agi est très susceptible au cancer du poumon et des glandes mammaires et peu au lymphome. La souche DBA2J est très susceptible au cancer mammaire et peu à celui des intestins, du foie ou du poumon. La souche 129 est susceptible au cancer des testicules et peu à celui des poumons, du foie, des glandes mammaires et au lymphome. La souche C57BL6J est très susceptible au cancer de l'épiphyse et au lymphome et peu au cancer du foie. Donc là, vous voyez déjà que selon la substance que vous voulez tester, déjà si vous avez une idée de si c'est une substance très volatile qui risque d'être inhalée ou au contraire une substance à laquelle on peut être exposé plutôt par contact avec la peau ou qui peut être contenue dans les aliments, et bien, vous pouvez choisir la souche de souris qui peut vous permettre de démontrer que la substance est dangereuse ou pas dangereuse selon ce que vous voulez démontrer. Et selon si votre substance, si vous la suspectez d'être un peu perturbateur endocrinien par exemple, eh bien vous allez choisir une espèce de souris qui ne sera pas très sensible justement aux perturbateurs endocriniens. C'est ce qui s'est passé avec le bisphénol A. Là, je ne vous parle pas de théorie. Vous avez un chercheur qui s'appelle Frédéric Bonsal qui a démontré ça, qui a dénoncé ça. C'est que les études qui ont été faites au sujet du bisphénol A, il y a certaines études qui ont été prises en compte par la réglementation avant l'interdiction de cette substance chimique, qui utilisaient des races de souris extrêmement résistantes aux perturbateurs endocriniens. Donc vous voyez que cette possibilité dont je suis en train de vous parler, elle est en réalité utilisée par les industriels. Les industriels, depuis l'industrie du tabac, ont pris l'habitude de multiplier les études alors Marie-Monique Robin parlait de Fabrique du doute. Je vous recommande ce livre. Stéphane Foucard, lui, appelle ça carrément la fabrique du mensonge. Stéphane Foucard, c'est le responsable de la rubrique science au journal Le Monde. Donc il dispose d'une documentation impressionnante et ce livre est très bien fait. Et il montre comment les industriels ont appris à multiplier les études pour ce qu'on pourrait appeler noyer le poisson. Et le livre ne parle pas en particulier d'expérimentation animale, mais ça c'est nous qui l'ajoutons dans Antidote, c'est que les études sur des animaux se prêtent très bien à produire des résultats scientifiques qui sont contradictoires, et donc le responsable de la réglementation, il fait quoi? Quand on lui dit, voilà, sur tel animal, telle substance est dangereuse, sur tel autre ou sur telle race d'autres animal, elle n'est pas dangereuse, et bien lui, il a à prendre une décision, est-ce que j'autorise ou est-ce que je n'autorise pas cette substance? Et il est bien embêté.
Et donc les industriels, ils peuvent soit comme ça gagner du temps, ça s'applique parfois pour un renouvellement d'autorisation de mise sur le marché. Et voilà donc un des intérêts possibles d'expérimenter sur des animaux, donc on est très loin de la santé humaine là, hein, c'est vraiment pour produire des données qui ne sont pas fiables, parfois à dessein. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de recherche appliquée. Donc, c'est la troisième catégorie que j'ai évoquée au début. La recherche appliquée, donc ça a pour but de trouver des thérapies pour les maladies humaines. Donc il faut commencer par trouver des animaux qui soient malades des maladies humaines. Ça déjà c'est un premier problème. Est-ce que vous avez déjà vu des singes parkinsoniens ou des rats déprimés? Dans la nature c'est assez difficile à trouver ça. Donc déjà on commence par rendre les animaux malades et bon, moi, je pense que déjà par simple bon sens on s'aperçoit que la méthode ne doit pas être très fiable parce que bon, c'est très difficile de reproduire les causes déjà d'une maladie humaine en rendant artificiellement malade un animal. Je vous donne un exemple pour la maladie de Parkinson. On utilise des singes. Un des modèles de la maladie de Parkinson, c'est on injecte dans le cerveau des singes, dans une certaine structure neuronale du cerveau des singes, une substance qui s'appelle le MPTP et qui détruit les neurones de cette structure cérébrale et qui provoque chez le singe donc, des tremblements, des mouvements un peu désordonnés, comme ce qu'on appelle chez l'homme, comme ce qu'on observe chez l'homme. Mais bon, les traitements qu'on a trouvés pour atténuer ces symptômes chez le singe, pour l'instant, la maladie de Parkinson chez l'homme, malheureusement, elle fait toujours autant de victimes. Il y a une autre méthode pour essayer de réduire les symptômes de la maladie de Parkinson. C'est ce qu'on appelle la stimulation électrique profonde. Il s'agit d'implanter dans le cerveau une électrode qui va stimuler des substances, des neurones qui sont situés dans la substantia nigra. Et donc le patient peut déclencher la stimulation de ces neurones-là et ça réduit les troubles liés à la maladie de Parkinson. Il faut savoir que cette méthode a été mise au point chez l'homme. Alors vous avez régulièrement des personnes qui défendent de l'expérimentation animale qui vous disent que l'expérimentation sur des singes a été très importante pour mettre au point ce traitement formidable de la maladie de Parkinson. Eh bien, bon, le traitement, il faut savoir que c'est quand même une opération de chirurgie très lourde qui se fait chez le patient anesthésié le temps d'ouvrir la boîte crânienne et ensuite réveillé parce qu'il ne faut pas toucher d'autres structures du cerveau, justement. Et ça a été mis au point chez l'être humain par un monsieur qui s'appelle Benavid en Suisse. Et il y a maintenant d'autres études dans cette lignée-là qui se font toujours sans utiliser d'animaux. Et si ce sujet vous intéresse, vous pourrez lire sur le site d'Antidote un article publié dans la littérature scientifique par Anne Beter, que vous avez vu dans le film, et André Ménache, donc un article publié par Antidote dans la littérature scientifique, justement au sujet de la critique de l'utilisation d'animaux pour les maladies neurologiques. Une autre maladie terrible, le cancer, les cancers, on devrait dire. Bon, les cancers, il y en a malheureusement de plus en plus. Et là, je vais juste vous citer
citer une phrase qui a été publiée dans la revue Nature Reviews Drug Discovery, qui est une revue très prestigieuse dans le domaine scientifique, et qui disait ceci, un éditorial qui disait ceci: même la dernière génération de thérapies ciblées n'ont augmenté la survie des patients que de quelques mois. Et parmi les principaux coupables de ces échecs, nous avons identifié le modèle souris. C'était en 2006. Et donc vous voyez que dans la littérature scientifique, quand même, il y a beaucoup de chercheurs qui savent que l'utilisation d'animaux ne permet pas d'obtenir des thérapies efficaces et sûres pour l'être humain. Vous avez ici quelques photocopies pour ceux qui sont intéressés aussi d'un article qui se trouve aussi sur notre site internet. Je vais juste vous lire quelques extraits. Pour les accidents vasculaires cérébraux, plus de 114 thérapies potentielles testées sur des animaux ont échoué aux essais cliniques. Pour les inflammations, 150 médicaments ont échoué sur l'homme après avoir réussi sur des animaux. Pour la maladie d'Alzheimer, 172 médicaments ont échoué sur l'homme après avoir réussi sur des animaux. Pour les lésions traumatiques cérébrales, 33 essais ont échoué sur l'homme alors qu'ils avaient montré des bénéfices sur des animaux. Vous en avez toute une liste là, et l'article entier sur notre site, j'ai juste traduit quelques extraits de l'article, et pour les personnes qui lisent l'anglais, je vous conseille vraiment il y a le lien vers l'article original en anglais, c'est extrêmement intéressant. Il y en a toute une liste comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire échouer sur l'homme? Ça veut dire qu'il y a eu des milliers de patients enrôlés pour des essais cliniques. Donc ces patients, on leur a fait perdre du temps, et parfois, dans certaines maladies, le temps est quelque chose de précieux. Ces patients ont pu subir les effets secondaires des médicaments, parce qu'en plus de ne pas être efficaces, certains médicaments ont des effets secondaires, et ils n'ont vu aucune amélioration de leur état. Parce que pour certains médicaments, par exemple certaines chimiothérapies, c'est admis que ce sont des médicaments très toxiques, mais que le bénéfice apporté aux patients dépasse les inconvénients des effets secondaires. Là, quand on dit qu'un essai clinique a échoué sur l'homme après avoir réussi sur les animaux, eh bien, ça veut dire que les patients n'ont eu aucune amélioration. Et ça veut dire que des milliers d'animaux ont été rendus malades artificiellement. Ils ont été observés pendant le développement de la maladie, ce qui peut entraîner des souffrances selon les maladies, et qui ont été sacrifiés, et tout ça pour rien, puisque les essais cliniques menés ensuite chez l'homme n'ont donné aucun succès. Il y a aussi un chiffre très intéressant que je voulais vous citer. J'avais écrit un petit article pour notre revue trimestrielle en 2015, je pense. Il y a des études, de plus en plus d'études qui montrent qu'on ne peut pas se fier à l'expérimentation sur les animaux. Et il y a des études qui ont montré que 75 à 90% des expériences telles que publiées ne seraient pas reproductibles, y compris par les auteurs eux-mêmes. Alors, je ne sais pas si vous saisissez l'importance de ce jargon scientifique. Donc ça veut dire qu'il se publie, parce que les chercheurs ont l'impératif de publier. Il y a une phrase en anglais célèbre qui dit « publish or perish », donc publier ou périr. Les chercheurs sont tenus de publier des articles dans la littérature scientifique, c'est comme ça qu'on évalue qui peuvent progresser dans leur carrière, c'est comme ça qu'on se fait l'évaluation des chercheurs. Et en fin de compte, eh bien, en ce qui concerne la recherche préclinique, donc beaucoup de recherches faites sur des animaux, on s'est aperçu que dans certains cas, jusqu'à 90%
des expériences publiées, elles n'arrivaient pas, d'autres chercheurs, ou parfois le chercheur lui-même qui avait publié ce résultat, ne parvenait pas à refaire l'expérience et à obtenir le même résultat. Donc ça veut dire que la publication, elle ne sert à rien, puisque si l'expérience n'est pas reproductible, ça veut dire que ce n'est pas fiable et que donc on ne peut pas se fonder sur cette publication, cette expérience, pour aller au-delà, ce qui est le principe de la science, c'est de se baser sur les connaissances dont on dispose pour aller plus loin dans la recherche de thérapie ou pour aller plus loin dans la compréhension des maladies humaines.